Internet a complètement et littéralement changé ma vie. Quand on part de zéro, on est personne. Et comme on est personne, c'est la fameuse preuve sociale négative. Personne n'a envie de suivre personne. On sous-estime ce qu'on est capable de faire en 3 et 5 ans et on surestime ce qu'on est capable de faire en 1 an. L'image de marque doit tout de suite être pensée. Toujours raisonner, la vie est une exponentielle. Le secret du succès, petite victoire quotidienne, écoute empathique et surtout remise en question personnelle pour s'adapter à cette clientèle. Bonjour, je m'appelle Maxence Rigotier, je suis entrepreneur sur Internet depuis 2011 et aujourd'hui je suis sur la chaîne YouTube de Franck Maes, le disrupteur. Vous êtes sur la chaîne du disrupteur, attachez vos ceintures. Bon Max, ça fait combien de temps qu'on se connaît? On en parlait un peu en off, mais ça fait combien de temps? Donc la première fois on s'est vu, c'était en avril 2014 à un événement sur l'immobilier organisé par Cédric Anissette. Donc ça fait déjà de nombreuses années depuis cette date et régulièrement je pense qu'on doit se voir une à plusieurs fois par an, que ce soit à travers des événements ou même à côté d'un restaurant. Ouais, donc ça fait 8 ans. Ouais, c'est ça, 8-9 ans qu'on s'est vu la première fois. Et quand tu étais venu chez Cédric, c'était quoi ton activité à l'époque? C'était juste les paris sportifs? Ouais, uniquement les paris sportifs et comme j'entendais régulièrement l'immobilier et que je ne suis pas du tout dans une famille d'investisseurs, même si je ne comptais pas investir en France dans l'immobilier, je voulais m'intéresser à ce sujet puisque ça fait partie des leviers pour obtenir sa liberté financière. Donc ça fait un petit bail. Puis d'ailleurs, il me semble, si mes souvenirs sont bons, que tu étais en jogging ce jour-là. Exactement. Donc jogging, 8 ans plus tard, c'est le costume. C'est ça. La révélation et le choc pour le branding où on va évoquer au cours de cette vidéo. Justement, je t'ai vu évoluer sur ton marché. Donc aujourd'hui, on peut dire que tu fais partie des leaders de celui-ci. On le disait en off, sans être prétentieux, je dirais pas que tu es le leader, mais en tous les cas, tu es un des leaders, ça c'est certain, du milieu de l'infoprenariat, plus spécifiquement du business en ligne, enfin de ce qu'on appelle du business en ligne. Donc tu partais de loin, hein, c'est vrai. Quand je dis ça, c'est pas. Je viens d'une ferme agricole. Voilà, c'est ça. En fait, tu reprends tout ton chèvres. parcours et tout ça, exactement. Donc tu viens de loin, d'un monde quand même qui est à des années-lumière de. T'étais dans quel département? Donc Saône-et-Loire, à 20 km de Chalon-sur-Saône. Aujourd'hui, mon père n'a toujours pas d'adresse mail, donc ce qui est quand même plutôt rare. Il n'a pas de smartphone et on n'a toujours pas de connexion ADSL. Donc quand on peut parler de 5G, de fibre, ce genre de choses, il y a la 4G mais avec 2 barres grand maximum. Donc c'est vraiment la cambrousse profond, moins de 100 habitants à 20 km de Chalon-sur-Saône. Ça doit leur paraître un truc de ouf ce que tu as fait et ce que tu es en train de faire. Complètement, même si c'est assez difficile pour eux de s'en apercevoir puisque ils ne sont pas du tout sur YouTube, Instagram, Facebook, donc ils le comprennent intellectuellement. Ils ont pu le voir notamment à travers notre mariage avec Patricia le 6 septembre 2022, où comme on a fait le mariage au château de Santeny, donc dans le 94 dans la région parisienne, ils ont dit « Ok, effectivement, notre fils réalise des choses très importantes aujourd'hui ». Donc tu partais de loin, mais tu n'as jamais lâché l'affaire. Alors même à une époque, je me souviens que je t'appelais le rentabilisateur. Parce que c'est toujours le cas aujourd'hui. Ah ouais. Donc il voit un truc, mais on va en revenir dans l'interview. Donc je me souviens aussi qu'une de tes stratégies, c'était d'interviewer des leaders du marché, des gens qui avaient une audience, qui étaient reconnus, qui avaient une autorité sur ce marché-là. D'ailleurs, certaines des personnes que tu as interviewées, parce que pour préparer cette interview, je suis retourné faire un tour dans ta chaîne, je suis reparti dans les arcanes de ta chaîne parce que ça fait un petit moment que tu l'as. Donc, j'invite d'ailleurs, je mettrai le lien bien évidemment de la chaîne de Max dans la description. On voit d'ailleurs qu'elle est là depuis longtemps et qu'il y a une grosse évolution dans la chaîne. Donc, certaines personnes que tu interviewées à l'époque ne sont plus là aujourd'hui, ou pire, elles sont complètement ringardisées. Et quand je dis ringardisées, là aussi, vous allez me dire dans les commentaires, Franck, il est méchant. Non, c'est juste un constat. Elles sont dépassées, comme on peut l'être tous à un moment. Donc, comment tu expliques que tu as pris quelque part leur place, parce que c'est ça le marché aussi, le business, c'est ça. Il y en a qui sortent, il y en a qui rentrent, il y en a qui font autre chose. Et pourquoi, selon toi, ils sont sortis du marché? Alors pour moi, il y a plusieurs raisons. Donc première raison que je vous invite toujours à avoir en tête, et moi c'est ce que je fais, c'est que je me dis,
en me voyant dans 3 ans, dans 5 ans. Donc typiquement, là on fait cette vidéo et si je devais me revoir dans 3 à 5 ans, on doit avoir une évolution positive. Pourquoi? Parce que si on fait quelque chose à un instant T dans un monde qui change, forcément on va voir ce que tu as évoqué il y a quelques instants, soit on va plus plaire à son marché, soit on va être ringardisé. Pourquoi? Parce que dans un monde qui change, si on ne change pas, on devient obsolète. Ensuite, concernant je dirais qu'il y a 2 raisons majeures par rapport à ta question. Première raison, c'est ne pas se remettre en cause. Aussi, quand on peut avoir un certain succès ou tout fonctionne bien, c'est d'utiliser systématiquement la même stratégie et ne pas se remettre en cause en se disant « Ok, cet avatar, si c'était des débutants, ça ne me correspond plus aujourd'hui puisque j'ai évolué, je suis une meilleure version de moi-même et je vais aller chercher un nouvel avatar. » Donc, toujours être en force de proposition et surtout se remettre en cause par rapport à qui l'on est pour garder cette grinta, ce feu sacré, toutes ces choses-là. Et ensuite, numéro 2, là aussi dans un monde qui change, quand les gens veulent quelque chose, par exemple, c'était énormément les ventes de formation à 1 000 €, 2 000 €. Aujourd'hui, les gens vont plus être à même pour un investissement peut-être un petit peu plus supérieur, mais avoir un package avec de l'accompagnement. Donc, toujours faire ce que les gens veulent plutôt que vouloir, là aussi en tant qu'expert, formateur, entrepreneur, faire ce que nous on veut. Les gens n'ont rien à foutre de ce que nous on veut, c'est faire ce que les gens demandent, donc en l'occurrence votre marché. Et c'est ça, je dirais, l'une de mes qualités, c'est de pivoter et à chaque fois avoir cette empathie du marché, me dire les gens qui me suivent, les gens qui me font confiance, qu'est-ce qu'ils souhaitent avoir concrètement? Donc il suffit de leur demander et ensuite, basiquement, réaliser ce qu'ils demandent. Plutôt que se dire « ouais mais moi je veux faire ci, ainsi de suite ». Oui, mais c'est peut-être ce que les gens voulaient il y a quelques années, aujourd'hui ce n'est plus le cas. Je vais rebondir sur ta réponse. Tu as dit oui, il faut savoir se remettre en question et écouter les autres. C'est prospect, c'est client. Oui, c'est prospect, client. Voilà, si c'est des autres genre des mecs ou c'est client, parce que déjà c'est pas la même chose. Surtout c'est clients. Numéro 1, c'est vital, ça c'est les clients. Même prospect, j'ai envie de dire, on peut écouter, mais avec une demi-oreille. Et les gens en mode juste là les réseaux sociaux, ce genre de choses, moi j'écoute pas du tout parce que c'est pas eux qui me payent, qui mettent la CB par rapport à ce que l'on propose. Alors pour rebondir sur ça, il y a Steve Jobs qui disait comment peut-on donner quelque chose à des personnes qui n'ont pas conscience de l'existence de ce qu'on peut leur proposer? C'est typiquement le cas qui s'est passé avec l'iPhone. S'il avait écouté les gens qui souhaitaient avoir un nouveau type de téléphone, il lui aurait dit oui, on veut un téléphone avec un clavier. Ou je reprends souvent aussi cet exemple sur ma chaîne, l'exemple de Henry Ford, quand il dit si j'avais demandé aux gens ce qu'ils souhaitaient, il m'aurait répondu des chevaux plus rapides. Complètement. Créer la voiture. Donc comment tu peux justement moduler ce curseur pour écouter, mais aussi avoir ta conscience d'entrepreneur, et c'est aussi important dans le leadership, c'est de prendre les décisions, des fois de peut-être aller à un endroit où il ne faut pas aller, ce que tu disais en première partie de la réponse à la question que je t'ai posée, c'est-à-dire que savoir se remettre en cause. Parce que savoir se remettre en cause, c'est aussi peut-être des fois ne pas écouter ses clients et des fois les écouter. Oui, complètement. Par exemple, quand on vend des formations, souvent les clients ont la frustration de se dire j'ai acheté pour X milliers ou dizaines de milliers d'euros de programme et je n'ai pas ou peu de résultats par rapport à ce qu'on m'avait promis en quelque sorte. Et c'est d'inculquer à ces gens-là, justement, pour avoir ces fameux résultats que tu, a priori, n'arrives pas à avoir en suivant les programmes, c'est d'avoir ce suivi individuel. Et ce suivi individuel, c'est à travers des master coach ou même son propre coaching personnel. J'avais pas entendu cette expression. Donc des personnes que l'on forme, parce que soi-même on est une personne et du coup on va pouvoir démultiplier. Si on prend l'exemple de la restauration, si on prend un grand chef étoilé, ce chef il est toutefois il va former des personnes qui sont très bonnes dans son industrie pour réaliser les mêmes formules. Si on prend une personne connue, Anne-Sophie Pic, pour que chaque restaurant Anne-Sophie Pic y ait sa patte, même si ce n'est pas elle qui est là pour accueillir les différents clients. Donc, les clients achètent le nom, mais ils n'achètent pas le produit qui est conçu. Le branding et le produit, c'est l'expérience client qu'on va pouvoir apporter à ces différentes personnes. C'est quoi les points indispensables à travailler pour une entreprise afin d'être perçue comme le leader de son marché? Parce que je sais qu'on en parle souvent en off, et on y reviendra plus tard dans les prochaines questions. Mais selon toi, c'est quoi ces points indispensables? Alors pour moi, je dirais il y a 4 points qui sont les suivants.
numéro 1, c'est de travailler sa valeur perçue. Donc, qu'est-ce que c'est? Ça signifie qu'il faut travailler qui l'on est. Donc, qu'est-ce que ça peut être? Ça va être la mission de votre entreprise, vos valeurs, vos années d'expérience, le nombre de clients que vous avez accompagnés. Est-ce que vous avez écrit un ou plusieurs livres? Est-ce qu'il a été best-seller? Est-ce que vous êtes passé dans les médias? Est-ce que vous êtes fondateur d'une enseigne ou d'une méthode? Donc, toujours valoriser qui l'on est. Donc, ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est l'avatar. Pourquoi? Parce que si on a la meilleure valeur perçue et la meilleure offre possible, mais ce n'est pas le bon avatar, donc prenons l'exemple, si on voulait vendre une Ferrari ou une Lamborghini, si on souhaite vendre à des smicards, la valeur, le branding, tout est là, l'offre est incroyable, mais l'avatar est le mauvais. Donc numéro 2, votre avatar client. Numéro 3, l'offre irrésistible, où les gens se disent « Waouh, je suis fou de ne pas acheter cette offre par rapport à la valeur que je vais recevoir ». Et numéro 4, donc là, ce qui fait vraiment une marque incroyable, la satisfaction client. Donc la question que j'aime bien évoquer, c'est qu'est-ce que les gens disent sur vous dans votre dos? Plus c'est positif, mieux c'est, parce que ça vous permet d'avoir une meilleure clientèle et d'afficher les prix que vous souhaitez désirer. Et à l'inverse, si c'est plutôt négatif ou neutre, malheureusement, vous allez être dans la guerre des prix, donc du coup, ça va être néfaste pour votre entreprise. Je vous pose la question suivante. Si on dit Sofitel, Apple, Ferrari, toutes les marques 5 étoiles, le bouche à oreille est positif en leur faveur. Si maintenant je dis les hôtels Formule 1, Ryanair, Lidl, EasyJet, Aldi, les marques plutôt 1 ou 2 étoiles, eh bien on va aller sur ces marques uniquement par rapport au prix et du coup c'est dangereux parce que quand il y a des prix qui montent, ce genre de choses, les marges diminuent et c'est comme ça qu'on peut se mettre en péril. Donc à chaque fois qu'on a ces 4 éléments, valoriser qui l'on est, valeur perçue, l'avatar client, l'offre irrésistible et la satisfaction client, vous êtes sûr, quoi qu'il arrive, de prospérer et de pouvoir avoir un business ultra profitable. Bon, on reviendra sur les valeurs justement de ta société par la suite de cet entretien. Bon, aujourd'hui, ton image, elle a totalement changé. Je me rappelle encore des vidéos sur fond vert. Je ne sais pas si elles sont encore disponibles sur ta chaîne YouTube. Il faut aller dans vidéos les plus populaires, les plus anciennes, sur YouTube. Et vous allez pouvoir voir tout ça. Où c'était catastrophique. Enfin, catastrophique, on ne sait pas, mais en tous les cas, c'était très différent de ce qu'il y a aujourd'hui. Parce qu'il faut toujours prendre de la distance aussi par rapport au moment où on voit. C'est-à-dire qu'à l'époque, moi je dirais pas que c'était bien parce que ça serait faux de dire ça. 2014, c'est sûr que. Mais c'était pas de genre tout pourri. C'était pas. Ça pouvait passer. Aujourd'hui, je pense. Aujourd'hui, c'est tout pourri parce qu'on est plus en mode 4K entre guillemets. Là, on se dirait c'est quoi, c'est ce torchon absolu. Mais à l'époque, si on se remet dans le contexte 2014-2015, c'était, on va dire, passable, voire limite correct, satisfaisant. Donc, tu faisais des vidéos sur fond vert. Donc, en quoi l'image de marque que tu dégages est importante dans ton business aujourd'hui et comment tu fais pour la travailler? Alors, moi, mon credo, c'est que ça soit le plus professionnel et authentique possible. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que quelqu'un va vous découvrir, si c'est professionnel, tout de suite, dans sa tête, il va se dire « Ok, ça a l'air sérieux, ça a l'air crédible. » Et si vous avez ça, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir une meilleure clientèle. Donc du coup, là aussi, si on a une meilleure clientèle, un meilleur avatar, on sera en mesure de pouvoir faire un meilleur pricing, donc avoir des prix plus importants et du coup, ça va nous nourrir, nous aussi, en se disant « Ok, j'ai des clients avec qui j'ai envie de travailler parce que c'est extrêmement plaisant, ils voient mon travail, mon professionnalisme, ce que j'entreprends. » Et en même temps, comme on peut avoir des prix plus importants de ce qu'il pourrait avoir lieu sur le marché, ça vous permet de réinvestir dans vos entreprises. Donc, c'est le cercle vertueux positif. Donc, faites les choses professionnelles et à chaque fois, réinvestissez. Moi, je me dis la chose suivante, de 0 à 200 000 euros de chiffre d'affaires par an, toujours, je réinvestis 100% dans mon business. Et tout ce qui est au-delà, là, il y a une partie que j'investis ensuite qui n'a rien à voir par rapport à mon entreprise, mais avoir ce réflexe de s'améliorer pour à chaque fois délivrer le meilleur à ses clients. Comment tu as eu le déclic justement sur le branding? Tout de suite, en fait, dès qu'on commence à se professionnaliser, on dit « Waouh, les gens que j'attire maintenant sont plus haut de gamme, donc en statut social, en réflexion, en questions qu'ils posent et ainsi de suite. » Et je me suis dit « Ok, ça, clairement, avec les gens que je souhaite avancer dans le futur, j'ai pas envie d'attirer ce qu'on appelle des clients de merde du tout venant et avoir plutôt une clientèle qui est haut de gamme. Donc c'est vraiment, c'est 100% vrai,
on attire qui l'on est. Donc, plus on va faire du haut de gamme, bah, plus on va attirer une clientèle haut de gamme. Et plus on va faire, entre guillemets, des choses caca, bah, on va attirer une clientèle très bas de gamme. Pour une personne qui se lance, comment elle peut analyser ça? Parce que moi, j'ai souvent la question, on me dit, oui, mais Franck, est-ce qu'on doit mettre l'image de marque d'abord, le marketing d'abord? Qu'est-ce qu'on doit faire d'abord? Bah, numéro 1, c'est se dire, OK, est-ce que ce que je suis en train de faire, je vais encore le faire dans 5 à 10 ans? Si c'est le cas, c'est le moment où voilà, vraiment les résultats de dingue que vous allez avoir, c'est entre 5 à 10 ans. C'est comme marquer une carrière pour un sportif de haut niveau ou même pour un entrepreneur. Et du coup, l'objectif, c'est de démarrer avec les moyens du bord, mais en ayant cette analogie de se dire, OK, tous les ans, je m'améliore, je réinvestis avec les premiers clients et c'est comme ça aussi que vous allez crescendo année après année avoir une meilleure clientèle. Donc, l'image de marque doit tout de suite être pensée. Si je devais repartir de zéro par rapport à quand j'ai démarré le 1er février 2011, c'est l'image de marque Des dates. tout de suite être mise en avant et comme ça, ça vous permettre d'avoir cette fameuse clientèle et pas de perdre des années à finalement tâtonner avec une clientèle qui ne vous correspond pas et qui n'est pas alignée avec qui vous êtes. Mais oui, je suis un pro des dates et des chiffres. J'ai vu ça. Mais justement, je sais que moi, il y a plusieurs trucs. Bon, je pourrais en parler longtemps parce que je te connais quand même pas mal maintenant. Je ne vais pas parler d'histoire des sushis parce qu'à chaque fois j'en parle, mais il faudrait que je la raconte une fois sur scène, cette histoire des sushis, parce que ça m'a vraiment marqué et je reste persuadé que le diable est dans les détails et les détails font le diable. Donc si vous voulez l'anecdote des sushis, vous me l'écrirez en commentaire. Mais je sais qu'une fois, tu m'avais raconté qu'à une période, tu me diras si je me trompe, parce que c'était il y a longtemps que tu m'avais raconté ça, que tu t'enfermais chez toi, que tu te refusais de sortir, que tu travaillais comme un Chinois, enfin, tu avais cette expression-là, que ça ne marchait pas forcément comme tu le souhaitais et tu t'as fait. Donc c'est de l'abnégation, quoi. Complètement. Comment tu fais, tu sais, je ne sais pas si tu connais cette théorie de Seth Godin qui s'appelle le DIP, donc défi impossible possible. Il part du moment où moi j'ai théorisé ça sur des phases, donc la phase chien, la phase singe, la phase mouton, la phase renard, où au départ, quand tu lances une expérience, quand tu vas lancer un projet, tu es euphorique, tu crois que ça va cartonner et tout ça, puis après, tu commences vraiment à redescendre, où tu te rends compte qu'il y a d'autres acteurs sur le marché, donc que tu vas commencer à singer. Et puis après, tu te retrouves dans la période un peu mouton, parce que c'est ta traversée du désert, tu ne sais pas si tu dois, c'est là où Seth Godin appelle ça le deep, ou si tu dois te retourner, analyser ce que tu as fait, est-ce que tu es capable de continuer ou simplement d'arrêter, parce que des fois aussi, arrêter, ça peut être un bon choix, hein. Il n'y a pas de jugement de valeur, ou continuer pour peut-être arriver à ce succès. Donc, comment tu as fait à ce moment-là pour te dire, OK, j'arrête, je continue, qu'est-ce que ça vaut ce que je suis en train de produire? Parce qu'aujourd'hui, c'est facile. Souvent, moi, il y a des gens qui me parlent de toi, ils me disent, ouais, il cartonne et tout. Je dis, ouais, mais les gars, vous savez d'où il vient, vous savez ce qu'il a fait pour arriver où il est. Et donc, les gens oublient un peu ça. Donc, comment tu as fait, toi, à cette période-là? Est-ce que tu peux raconter cette période-là et comment tu as fait justement cette période-là pour garder le cap? Ouais, complètement. Ce que je vous invite à faire, c'est d'identifier vos points forts. C'est vraiment quelque chose, les points forts que les gens me disent et que je sais que j'ai en moi. J'ai un grand capital sympathie, donc ce qu'on appelle l'intelligence sociale. Donc de manière générale, les gens aiment bien être avec moi, ce genre de choses. Donc ça, je me suis dit, c'est un point fort, donc je vais devenir extraordinaire par rapport à ça. Deuxième point fort que j'ai mis en place, c'est l'intégrité. Donc qu'est-ce que c'est l'intégrité? C'est tenir ses promesses. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est d'identifier ses principaux points forts et d'appuyer forcément dessus. Et après, quand vous êtes dans le développement personnel, c'est quelque chose qui est souvent évoqué et c'est le cas. C'est on fait la traversée du désert une fois et ensuite, à vie, on est tranquille. Pourquoi? Parce que quand on démarre, on a zéro mindset, zéro capital, zéro connaissance, zéro réseau, zéro compétence. Mais au fil des ans, on améliore un petit peu plus son réseau, on améliore un petit peu plus ses connaissances, ses compétences, son état d'esprit et par ricochet son capital. Et c'est vraiment comme ça, finalement, le vrai secret d'une réussite, c'est la petite victoire quotidienne. Et c'est comme ça qu'on voit 3 ans, 5 ans après, un changement total. Et souvent, ce qui se passe, c'est que les gens lâchent trop rapidement. Donc, au lieu de continuer tout en ne prenant pas les choses personnellement. Donc moi, quand il y a énormément de clients qui me mettaient des vents ou qui mettaient des objections, ainsi de suite, je me disais, OK, donc là, cette personne me dit ça, donc il y a ça qui ne va pas, on va le corriger pour à chaque fois avoir des choses qui tiennent la route. C'est qu'en fait, malheureusement, et c'est ainsi, la majorité des gens qui ont des refus, des objections, toutes les choses qu'on peut nous refuser, lâchent dès qu'il y a un coup de vent.
Alors que si on continue systématiquement et on se dit « Ok, bah, la personne me dit ça, je vais le prendre en compte pour le changer et ensuite l'améliorer. C'est qu'une question de temps avant la réussite. » C'est pour ça qu'on a l'impression, et c'est vrai, il y a des gens, on se dit « Mais quel que soit ce qu'ils entreprennent, on sait que ça va fonctionner. » Et d'autres personnes, bah, c'est l'inverse. On se dit « Quel que soit ce qu'ils vont réaliser, ça va échouer parce qu'ils n'ont pas le bon mindset. » Pourquoi? Parce que c'est trop d'ego, c'est pas de remise en question, c'est pas d'empathie envers les gens et c'est vraiment ça. C'est le secret du succès, petite victoire quotidienne, écoute empathique et surtout remise en question personnelle pour s'adapter à cette clientèle. Qu'est-ce que tu fais toi aujourd'hui pour te remettre en question régulièrement? Pour donner un ordre d'idée, donc aujourd'hui j'ai une gamme de produits qui va jusqu'à 42 000 € et il y a une tendance qui est vraie sur le papier et même dans la réalité qui est de ne pas vendre son temps. Et d'un côté je suis d'accord avec ça, mais quand des entrepreneurs qui ont on va dire 3, 5, 7, 10 millions d'euros de chiffre d'affaires par an et qui souhaitent accompagner sur le web, ils veulent un suivi individuel. Donc ils veulent payer, c'est OK pour eux de payer 35 000, 40 000 et ainsi de suite, mais ils veulent quelqu'un qui soit en individuel avec eux. Donc c'est cet exemple concret que je fais comme effort que personne ne veut faire dans l'industrie et qui me permet aujourd'hui d'avoir environ 12 clients par an, spécial entrepreneur entre 500 000 et 12 millions d'euros de chiffre d'affaires par an que j'accompagne personnellement à travers ça. Donc c'est souvent faire le petit millimètre que les autres ne sont pas prêts à faire et c'est comme ça que ça permet d'avoir des gros résultats. Je vais rebondir parce que j'envoie les questions aux invités, je ne me cache pas, j'envoie les questions, mais souvent je rebondis sur leurs réponses pour redonner d'autres questions, donc je préfère être le plus transparent possible. Toi, est-ce que tu regardes la concurrence? Est-ce que tu la regardes de temps en temps? Est-ce que tu t'en inspires? Est-ce que tu te dis ah, oula, il ne faut pas que je fasse ça? Comment tu fais par rapport à gérer cette concurrence? Parce que c'est un marché quand même qui est très concurrentiel dans lequel tu évolues. Donc comment tu fais par rapport à ça? Les 3 marchés les plus concurrentiels, tu me diras si tu es d'accord avec moi, je dirais numéro 1, c'est l'immobilier. Numéro 2, tout ce qui est make money, donc argent, marketing, internet, dont je fais partie. Et numéro 3, tout ce qui est relié au développement personnel. Et il y a un marché que j'aime bien regarder, c'est l'immobilier. Et souvent, je pense à toi par rapport à ce que tu évoques en termes de branding, puisque on reçoit des dizaines et des dizaines de pubs chaque jour que je peux voir à travers l'immobilier. Et je me dis, concrètement, qu'est-ce qui distingue un acteur qui fait une pub dans l'immobilier qu'un autre? Et 99% du temps, la réponse, aucune, parce que c'est plus ou moins les mêmes pubs, donc c'est dommage, entre guillemets, qu'il n'y ait pas ce côté branding individuel d'une personne. Et pour ma part, je me dis la chose suivante, c'est je sais qu'il y a quelque chose de très important à faire dans le business, c'est ce qu'on appelle le ZAG. Donc moi, j'ai mon objectif, et c'est ce que je fais là depuis 2 ans, c'est vraiment aller sur du high ticket, où pour m'avoir, c'est des tarifs élevés et je cherche vraiment à élever. En solo, tu parles pour t'avoir. En solo, même aujourd'hui, je reviendrai après pourquoi je vends un peu moins de formation et c'est surtout maintenant des accompagnements, tout ce qui est mastermind, mentorat, plutôt high ticket. Pourquoi? Parce que dans une industrie, dès qu'on est le ZAG, donc on fait des choses totalement différentes par rapport à une autre entreprise, c'est là où on va marquer les gens. Et même si on est une petite minorité, ces gens-là vont venir directement à vous. Donc, je vais vous donner 3 exemples pour illustrer mes propos. Donc, premier exemple, pour aller voir la marque Renova. Donc, ils vendent du papier cul, mais ils vendent du papier cul peut-être 20 € la boîte de 3 rouleaux. Donc, tu dis, qui va aller mettre 20 € pour 3 rouleaux de papier cul? Par contre, c'est extrêmement doux, extrêmement parfumé, extrêmement design. Donc, c'est le côté un peu bobo chic que les gens souhaitent offrir en cadeau, ce genre de choses. Donc, il faut un carton. Deuxième marque, donc là, j'avais vu ça, c'était pareil à Lisbonne et Cascais, c'est des sardines. Donc, ils vendent des boîtes de sardines quasiment à 10 €. Et tu te dis, là aussi, qu'est-ce qui pourrait faire acheter les gens une boîte de sardines à 10 € alors que finalement, peut-être une boîte de sardines, ça vaut 2 €. C'est tout le marketing, le branding, l'atmosphère et le côté émotionnel qui est relié. Donc ça, c'est vraiment à avoir à l'esprit. Et la troisième marque qu'on pourrait donner, donc moi qui aime bien courir, le marathon et ainsi de suite, Oka. Donc eux se sont spécialisés en se disant, OK, dans la course à pied, tout le monde fait les mêmes chaussures.
donc en l'occurrence des drops qui sont assez faibles. Et eux, ils se sont dit, on va faire un zag, on va faire quelque chose qui n'a jamais été fait. C'est un drop élevé. Donc les gens qui courent avec des Hoka. Drop, c'est l'épaisseur de la semelle? Exactement. C'est quand on court, quand on va poser le pied, on a peut-être ça. J'exagère un petit peu, mais vous avez compris, vous avez vraiment des sabots pour courir. Et c'est ce qui leur a permis de rentrer dans l'industrie du running alors que tout avait été déjà pris. Là, tu parles de différenciation. Différenciation, exactement. Okay. Et là aussi, par rapport à ta question que tu as évoquée, c'est que je regarde, mais quand je regarde, je me mets toujours à moi en me disant soit c'est ce que je veux faire, soit je me dis non, si je fais ça, ça va être 100% comme Monsieur Tout le Monde. Et du coup, comme c'est 100% comme Monsieur Tout le Monde, il n'y a pas d'intérêt de venir chez moi. C'est vraiment aujourd'hui ça ma philosophie, de me dire qu'est-ce que je peux proposer qui est totalement différent de ce qui se fait sur le marché, le fameux océan bleu à soi, pour que les gens qui sont intéressés par rapport à ce que je fais, tout de suite, ils pensent à vous, donc ils pensent à moi et ne pensent pas à quelqu'un d'autre. C'est vraiment ça que vous devez vous dire, c'est qu'est-ce que je peux proposer qui est totalement différent par rapport à ce qui se fait sur le marché. Donc vous pouvez taper les marques que je vous ai évoquées il y a quelques instants et vous allez dire, ok, effectivement, ça c'est un zag, c'est quelque chose qui est totalement différent par rapport à ce qui est proposé chez Monsieur Tout le Monde ou même nous, notre croyance populaire qu'on pourrait avoir sur le sujet, si je reprends l'exemple du PAPQ juste avant. D'ailleurs, il y a une autre industrie, je vous invite à regarder, c'est l'industrie de vente d'eau minérale. Parce que ça, c'est typiquement du branding. Tout le monde doit acheter de l'eau, mais si je vous dis eau et bébé, vous pensez à quelle marque? Forcément, on va avoir une association d'idées avec Evian, parce qu'ils va utiliser toute cette campagne avec les bébés. Et donc, ça serait l'eau qui nous permettrait de rester jeunes. Et pourtant, à la fin, on paye tous à peu près le même prix pour une bouteille d'eau, mais c'était cet imaginaire collectif, cette association d'idées, ce qu'on appelle le concept de marque. C'est ce qui va s'allumer dans votre esprit, qui va vous faire penser à la personne, et vous allez vous dire, c'est elle que je veux. Enfin, elle, la personne, plutôt la marque, c'est elle que je veux acheter. Donc, c'est un bon exemple. Donc, Renova, je ne connaissais pas, mais… tu iras voir, je pense que tu pourras peut-être faire une vidéo même un jour, tu vois, c'est assez impressionnant. Et pour rebondir par rapport à l'eau que tu as dit, d'où l'importance du branding et encore une nouvelle fois d'être différent, si on est pragmatique, rationnel, intelligent, on va acheter pour notre santé la Montcalm, la Monroku, mais on achète quoi? Grâce au branding, au marketing, la communication, Evian, Vittel, Cristalline, Volvic. Pourquoi? Parce que le branding, le marketing est 100 fois meilleur. Alors que Monroku, Montcalm, tout le monde s'en fout. Pourtant, c'est le meilleur eau à mettre directement dans son corps pour sa santé. Et d'ailleurs, j'avais une conversation, je voudrais avoir ton avis avec toi. Je dirais le nom de la personne en off, parce que je ne peux pas le dire en on, mais j'avais une conversation avec un autre infopreneur qui me disait mais le branding, ça ne sert à rien. C'est de la branlette d'esprit. Dans l'infopreneuriat, on n'en a pas besoin et c'est une fausse question, c'est que pour les grandes marques. Qu'est-ce que tu en penses? Grosse erreur de sa part. Pourquoi? Parce que, quelle que soit son échelle, si on met en place le branding, on va pouvoir mettre un prix supérieur. Et prenez l'exemple qu'on a évoqué, ou même si on pouvait donner l'exemple du café avec Nespresso, dès qu'on a une valeur perçue directement dans la tête des gens par rapport à exactement une autre personne qui ferait la même chose dans son marché, eh bien, on va pouvoir facturer plus cher et par la même occasion, au-delà du tarif, c'est aussi avoir une clientèle plus aisée et plus qualitative. Donc moi, je suis à 100% pour le branding parce que j'ai fait pas de branding, j'ai vu la clientèle que j'ai eue, je fais maintenant du branding, je vois la clientèle que j'ai et même parfois je me dis waouh, j'aurais jamais cru que tel ou tel client un jour me paye pour que je les accompagne et ça c'est la puissance du branding. Et donc faites du branding si vous voulez vraiment avoir une clientèle la plus qualitative possible. Donc être fois concerné, parce que si on reprend l'exemple de l'eau minérale, à la fin, ils ne payent pas vraiment plus cher avec le branding. Mais c'est juste que ça leur permet d'être identifiés et donc d'être sélectionnés. Ouais, par contre, en chiffre d'affaires absolu, je ne pourrais pas dire les chiffres, mais c'est peut-être une échelle 1 fois 100 ou fois 1000, puisque je ne sais pas le chiffre d'affaires, il faut regarder en détail de tout ça, mais c'est infime l'eau qualitative de Montcalm ou Monroku par rapport à des Evian, Vittel, Cristalline et compagnie. Moi, l'exemple que tu me disais tout à l'heure avec le marché immobilier, c'est exactement ça. Moi, j'ai appelé ça le marketing de clone, si tu veux. Ah non, mais moi, je suis assez impressionné. Les pubs, c'est vraiment… la même chose. Ouais, non, mais je suis choqué. Et des fois, c'est même parce que toi, tu parlais de la forme.
Mais moi, je vais jusqu'au mot. Des fois, c'est les mêmes mots, c'est juste qu'ils sont mis dans un ordre. Ouais, exactement. Ouais. Et je me dis, après, en plus, je les connais plus ou moins tous. Je me dis, genre, mes parents, ils tomberaient dessus. Je ne pourrais pas leur dire dans le message qui est meilleur qu'un autre. Parce que c'est 100%. Après, un ou deux, du coup, par rapport à des aspects d'autorité que j'ai parlé tout à l'heure, sont plus crédibles. Genre, si tu as été ex-banquier ou ton frère est avocat, genre de choses. Mais en dehors de ça, ouais. Si vous regardez cette analyse, c'est que vous êtes forcément intéressé par vous différencier, ou comment devenir remarquable sur son marché. Remarquable par le fait d'être visible et remarquable en produisant des produits de qualité. Pour aller plus loin sur ce sujet, je vous invite à regarder ce cours en ligne offert et personnalisé. Alors quand je dis personnalisé, c'est que vous devrez répondre à des questions durant cet atelier en ligne, et en fonction de vos réponses, la suite du cours sera adaptée. Durant cet atelier, nous allons voir 4 points indispensables pour devenir un leader innovant, pour que vos produits et votre entreprise deviennent irrésistibles sur votre marché. En première partie, on verra les 4 phases qui ont révolutionné la manière de faire du business. Et la 4e est encore peu connue, c'est une réelle opportunité. Dans la seconde partie, nous verrons le brouillard de compréhension ou comment éviter d'être confondu avec une concurrence à laquelle vous ne souhaitez pas ressembler. En 3e partie, nous verrons pourquoi le système entrepreneurial ne veut surtout pas que vous sortiez des cases que l'on vous a attribuées et comment justement en sortir pour innover. Et enfin, dans la dernière partie, on verra comment disrupter votre marché. Ce cours est à haute valeur ajoutée et est réservé à tous les entrepreneurs ou porteurs de projets qui veulent créer leur mouvement en ayant une image de marque différente. Pour regarder ce cours en ligne, offert et personnalisé, vous avez juste à cliquer sur le premier lien en dessous de cette vidéo en description, vous entrez votre email, vous répondez à un court sondage, donc c'est à vous de jouer si vous souhaitez vous différencier et être reconnaissable auprès des clients qui n'attendent qu'une chose, c'est de vous payer à la hauteur de votre valeur. Quand vous avez un savoir-faire, le savoir-être doit être à la hauteur. Bon, ok, comme on l'a vu précédemment, Max, ça fait beaucoup d'années que tu es présent sur le marché. T'as quel âge, Max, en fait? Donc, je suis né le 8 août 1989, donc dans ça à 4h05. Tu t'y attendais pas, mais c'est 100% vrai. Ok, donc beaucoup d'années que tu es présent sur le marché. C'est quoi ton avis sur le futur de celui-ci? Comment comptes-tu, bon, c'est plusieurs questions en une, comment comptes-tu rester toujours parmi les leaders, voire parmi les pionniers? Parce que tu es jeune, mais on pourrait dire que tu es un peu un dinosaure quand même maintenant. Parce que 3-4 ans dans le web, 5 ans dans le web, ça commence à faire beaucoup en vrai. Ouais, parce que comme j'ai démarré le 1er février 2011, finalement, c'est quand même, il y a peu d'acteurs qui sont encore là aujourd'hui. Et par rapport à ta première question, donc je vais donner 2 phases. Donc première phase, si aujourd'hui on veut réussir sur le web, pour moi il y a 3 éléments. C'est numéro 1, la communauté. Donc que les gens soient bien accueillis et si possible faire un événement par an ou tous les 2 ans, mais créer ce qu'on pourrait appeler l'aspect communauté. Numéro 2, l'aspect coaching, donc suivi individuel, parce qu'aujourd'hui, les gens sont noyés à travers les formations. Et numéro 3, l'aspect contenu, donc vraiment avoir quelque chose ultra précis, peut-être en mode d'emploi IKEA, mais que les gens ont un vrai suivi, un vrai plan pour atteindre la transformation et la promesse que vous l'avez effectuée. Donc communauté, coaching, contenu. Et ensuite, concernant la deuxième phase que je voulais évoquer, pour moi, le marché s'est scindé en 3 points. Donc, premier point, c'est tout ce qu'on appelle les petits produits. Donc, c'est toutes les formations qu'on va vendre jusqu'à 297 et dans rares cas 497 €. Donc là, il faut faire du volume. C'est possible seulement uniquement pour les gens qui ont une liste de prospects qualifiés supérieure à 30 000 mails. Parce que quand on vend des petits produits, l'inconvénient, c'est qu'il faut beaucoup d'acheteurs. Et si notre communauté est restreinte, ça va être compliqué de faire des chiffres d'affaires importants. Deuxième option, ça va être tout ce qui est vente de formation aux alentours de 1 000 à 2 000 €. Si vous pouvez mettre en place le CPF, là, comme les gens n'ont pas la sensation de payer, comme ils utilisent leur crédit de formation CPF, là aussi, ça va faciliter les ventes. Et troisième option, c'est celle que j'ai pris pour ma part, c'est la partie premium. Donc là, ça va être des offres entre 2 000 et 100 000 €, où ça va être un avatar bien précis, où il y aura un mix de ce que je vous ai évoqué il y a quelques instants, donc communauté, coaching ou encore contenu que les gens souhaitent rechercher. Et l'idéal, vous pouvez faire un mix des 3, donc vente de petits produits, formation entre 1 000 à 2 000 € ou encore offre premium high ticket pour avoir une gamme de produits et ça va vous permettre de multiplier vos résultats. Rappelez-vous toujours de ça, 20% de vos clients sont prêts à acheter une offre 4 fois plus chère
il est beaucoup plus facile de convaincre un client existant à acheter un nouveau produit. Donc, d'où par exemple l'iPhone qui sort tous les ans, même si c'est quasiment le même, parce qu'ils savent que les gens vont l'acheter tous les 2 ans de manière générale. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose à avoir en tête. Et vous, l'avantage, c'est ce qu'on évoquait en dehors de cette vidéo, c'est que plus on est longtemps dans une industrie, plus on a l'expérience, la légitimité, le retour de l'industrie. On a pu voir aussi les objets brillants qui sont passés au fil des ans. Et du coup, le fait de se mettre premium, high ticket, c'est ce qui va permettre aussi aux nouveaux acteurs de ne pas pouvoir vous copier parce qu'ils n'ont pas votre communauté, ils n'ont pas votre crédibilité, ils n'ont pas votre longévité, ils n'ont pas le retour d'expérience, la satisfaction client, toutes ces choses-là. Donc, voilà, je recommande d'aller chercher le niveau par le haut plutôt que vouloir le faire par le bas, puisque par le bas, c'est plutôt quelqu'un qui va rentrer dans le marché qui va prendre cette place-là. Et qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois des tendances qui arrivent pour le futur? Parce que bon, moi, c'est ce que je regrette aussi un peu avec le marché français, hein, c'est qu'on a tendance vraiment beaucoup à se calquer sur les Américains. Ouais, je confirme, Ouais, c'est impressionnant. Voilà, moi, je suis un peu, comment dire, un peu chauvin. J'aimerais bien que des fois, voir des trucs. Bon, il y en a, hein, ce serait mentir de dire qu'il n'y en a pas. Mais des fois, de me dire, putain, le mec est bon, il a sorti un concept que les Américains n'ont pas sorti. Ou peut-être, allez, je vais même aller faire un pas vers les clones. C'est peut-être transformer, mais quand je dis transformer, c'est vraiment transformer, hein, c'est pas adapter, c'est transformer un concept des Américains. Donc, quelle tendance tu vois, toi, qui pourrait arriver sur ce marché et où va-t-il aller? Parce que c'est vrai qu'on en parlait, ça fait 10 ans qu'on est là, toi et moi, hein, même moi j'ai commencé un peu plus tard que toi, un petit peu après, mais on a vu beaucoup de choses passer. Donc, qu'est-ce que tu vois et où tu penses que ça va aller dans, je sais pas, les 2, 3, 4 années, 5 années, voyons un peu plus loin, où va aller le marché? Il y a un immense retour à l'humain. C'est-à-dire, il y avait une époque où il y avait l'automatisation, la surautomatisation avec tous les robots, les outils, ce genre de choses. Et aujourd'hui, avec la pléthore d'offres qu'il y a sur le marché, logique, la personne, le client en question qui se dit qu'est-ce que je vais prendre, il va aller directement chez le formateur, l'entrepreneur, où il estime qu'il aura le plus d'humain avec lui plutôt qu'être largué avec des outils, des logiciels ou même être un numéro dans l'entreprise. Donc, moi, la priorité majeure, c'est la partie humain, d'où ça rebondit par rapport à ce que j'ai évoqué tout à l'heure, l'aspect communauté. Donc, si vous mettez ça en avant, de vous dire que les gens avec lesquels vous travaillez, vous accompagnez, vous dites ça pourrait être des gens qui soient mes amis et surtout on garde finalement ce contact pendant de nombreuses années. C'est ça qui va faire une grosse différence parce que vous avez capitalisé là aussi un petit peu plus chaque année par rapport aux gens qui vous apprécient et finalement le plus dur c'est de tisser un lien avec une personne et une fois que ce lien est tissé, quand on continue à faire du bon travail, on va pouvoir le garder pendant de nombreuses années. Donc humain, hashtag communauté. Ok, mais justement, est-ce que c'est pas peut-être la chose, parce que moi je sais c'est ce que j'essaye de faire avec cette chaîne YouTube, hein, je suis reparti à zéro, j'avais je sais plus combien, j'avais peut-être 30 000 mecs dans ma base de données, j'avais 10 000 abonnés sur ma chaîne YouTube, mon ancienne chaîne YouTube, je suis reparti à zéro, c'est-à-dire j'ai gardé que les clients, je suis pas bête quand même. Bon choix. J'ai gardé les clients, mais voilà, je suis reparti à zéro, aujourd'hui je dois avoir 1000 mails dans ma liste, 1000 contacts dans ma liste email, donc c'est vraiment repartir à zéro. Mais c'est ça qui est dur. Est-ce que c'est pas ça vraiment la difficulté au début, c'est de fédérer une communauté? Ah, complètement. Parce que quand on part de zéro, on est personne. Et comme on est personne, c'est la fameuse preuve sociale négative. Personne n'a envie de suivre personne, entre guillemets. Et c'est le fameux 1000 premiers abonnés. 1000 premières personnes à convaincre en quelque sorte et ensuite c'est là où on va avoir l'inertie et si on devait prendre tes chiffres, je pense que tu as mis peut-être 2 ou 3 fois moins de temps de passer de 1000 à 10 000 abonnés que de 0 à 1000 abonnés. Pourquoi? Et puis tu vas mettre moins de temps de passer de 10 000 à 20 000 abonnés par exemple que de 1000 à 10 000. Merci, je le souhaite. on a mis 10 mois pour faire 1000 abonnés sur la chaîne YouTube. Et tu as peut-être mis moins de 10 mois. J'ai mis 9 mois, tout petit peu moins de 10 mois pour faire 10 000. Pour faire 9 000 de plus. Voilà. Donc du coup, toujours raisonner, la vie est une exponentielle. Donc c'est-à-dire, chaque fois qu'on entreprend des choses, c'est vraiment l'inertie de départ qui est extrêmement complexe si on devait lancer une nouvelle offre. Prenez une offre que vous avez lancée, ce qui est long,
c'est toute la création de l'offre. Et une fois que vous l'avez et qu'elle match, bah, c'est des ajustements, des améliorations qu'on fait au fil des ans. Si on reprend l'exemple de l'iPhone, le plus dur, c'était de le lancer. Aujourd'hui, chaque année, c'est un ajustement, c'est une amélioration par rapport à la version précédente, mais ça demande énormément moins de travail que la toute première fois où ils ont lancé le produit. Et c'est pour ça que quand on part de zéro, ça demande une énergie, un enthousiasme hors du commun parce qu'il y a énormément de choses à faire. Mais une fois que c'est mis, d'où l'importance de continuer de nombreuses années ce que l'on fait, puisqu'on a des réglages à effectuer et non à repartir de zéro comme une première fois. Comme disait Jeanne Masse, quoi, toute première fois, pour ceux qui connaissent. Exactement. Est-ce que tu aurais un livre à nous recommander qui t'a aidé directement ou indirectement dans ton parcours et pourquoi tu nous recommandes ce livre précisément? Ouais, alors je vais vous recommander le livre Réussite maximum de Max Piccinini. Pour moi, 100% des gens devraient réaliser un travail de développement personnel. Pourquoi? Parce qu'on a tous dans notre esprit des peurs, des conditionnements, des croyances qui en plus ne sont pas les nôtres. C'est celles de nos parents, de notre famille, de l'école, de la société. Et ensuite, à chaque fois, dans une situation, c'est de se dire où est le cadeau. Donc quand on a des éléments extrêmement difficile ou une situation, donc ça peut être la mort d'un proche, un événement douloureux, de se dire qu'est-ce que je dois apprendre de cette situation, pourquoi ça va vous permettre de devenir une meilleure version de vous-même. Et c'est la même chose dans l'entrepreneuriat. Je ne comprenais pas pourquoi il y a quelques années, des gens étaient pauvres, ils deviennent hyper riches, ils perdent tout pour une raison X, Y, Z, et un an ou deux après, ils redeviennent extraordinaires. Si on prend ton exemple, tu as fait une première chaîne YouTube à 10 000 abonnés, tu as reparti de zéro et là, tu es déjà à plus de 10 000 abonnés. Pourquoi? Parce que tu as su, grâce à cette première expérience, les mécanismes pour créer une communauté et maintenant, les compétences que tu as acquises, tu les as jusqu'à la fin de ta vie. Et c'est la même chose. La magie du développement personnel, c'est à chaque fois faire face à ses propres peurs, ses croyances, son conditionnement et du coup, à chaque fois, être une meilleure version de soi-même. Donc, dès que vous devez, parce qu'on a un cerveau reptilien qui n'aime pas changer, dès que vous devez vous dire « Ah, fais chier, j'ai un nouveau recrutement parce que je me sépare d'une personne, ainsi de suite », ça vous force, la vie vous force à devenir une meilleure version de vous-même et du coup à réaliser des progrès. Donc, si aujourd'hui, vous ne vous nourrissez pas de développement personnel, faites-le. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va vous permettre, dès qu'il y aura des moments difficiles, parce que ô combien il y en aura des milliers de moments difficiles dans l'entrepreneuriat, de garder ce qui vous fait vibrer pour continuer à persévérer et ne pas lâcher à la moindre difficulté. Sur la chaîne YouTube, je travaille avec 2 partenaires. Ces partenaires m'aident à réaliser mes vidéos. Mais ce n'est pas n'importe quel partenaire. Ce sont des entreprises dans lesquelles j'ai investi. Bah oui, quand je vous parle sans arrêt de cohérence, alors moi-même, je me dois d'être cohérent dans les partenaires que j'ai choisis pour la chaîne YouTube. Le premier partenaire est le groupe Summit. C'est un groupe qui est spécialisé dans les investissements sur les crypto-monnaies. Pour faire clair et pour faire bref, ça fait plus de 2 ans que j'ai investi dans ce service et j'en suis très content puisque j'arrive à un rendement moyen de 4,4% par mois pour cette période avec un pic de rendement à 11,64%. Plutôt pas mal, voire même très intéressant. Pour en savoir plus sur le groupe Summit, vous avez un lien dans la description de cette vidéo pour aller sur le site, ainsi qu'une interview sur la chaîne qui parle en détail de cet investissement et des crypto-monnaies en général. Bon, Max, imaginons qu'on ait une machine à remonter le temps. Ouais. J'ai fabriqué une machine à remonter le temps. Tu prends cette machine, on va dire que c'est une DeLorean. Comme ça, pour les amoureux de pop culture, ils sauront. Et donc, tu peux retourner. Donc, t'es de quelle année, tu m'as dit? 1989, donc l'époque de l'URSS. Cette vidéo va être bloquée sur YouTube. On n'a pas le droit de le dire. Donc, imaginons, on prend la DeLorean et tu peux retourner en 1999. Ok. Qu'est-ce que dirait le Max d'aujourd'hui au Max qui a 10 ans? Excellent. Donc, je pense que je dirais la chose suivante. On sous-estime ce qu'on est capable de faire en 3 et 5 ans et on surestime ce qu'on est capable de faire en 1 an. Donc, lorsqu'on a une vision, c'est assez compliqué d'aller au-delà de 3-5 ans. Pourquoi? Parce que grâce à ces victoires quotidiennes que j'ai évoquées tout à l'heure, on va être en mesure de faire des choses grandioses. Je vais vous donner un exemple qui va parler à monsieur tout le monde. On va prendre Kylian Mbappé. Je regardais récemment en mai 2016, donc c'est quand même récent.
il remportait la Coupe Gambardella. Donc, il était inconnu de n'importe qui. Donc, mai 2016, juillet 2018, il est champion du monde et il réalise voilà, la Coupe du monde de ses rêves et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'en très peu de temps, on peut réaliser des choses grandioses et c'est compliqué d'avoir une vision de 3 à 5 ans de manière supérieure. Pourquoi? Tout simplement parce que les choses qu'on peut faire sont voilà, tellement c'est incroyable, on n'arrive même pas à s'imaginer. Je vais donner un autre exemple personnel. En 2025, mon objectif, c'est de faire un séminaire devant plus de 1000 personnes, 1000 participants. Donc là, en 2023, on sera à 500. Comme tu le sais, tu as déjà fait des événements, c'est énormément de personnes. Je sais qu'on va le réaliser. Toutefois, si on m'avait dit quelques années auparavant, je serais en mesure de faire un séminaire de cette ampleur, ça m'aurait paru impossible. Mais en faisant des séminaires, à chaque fois en augmentant un petit peu plus chaque année, ça fait péter des verrous dans l'esprit et du coup, ça paraît possible. Donc c'est ce que je veux dire, c'est que la vision, vous l'avez. Ensuite, vous allez atteindre des objectifs petit à petit, ce qui va naturellement faire péter des croyances, des conditionnements et en même temps vous donner confiance parce que vous l'avez fait avec une moindre échelle pour aller chercher du plus haut niveau. Voilà pour mon feedback par rapport à cette question. Et l'inverse, qu'est-ce qui te dirait le Max qui a 10 ans au Max d'aujourd'hui? Alors peut-être vivre un petit peu plus des moments fun, puisque entre la passion de l'entrepreneuriat et du business, on va dire que je voyage un petit peu moins ou je profite un petit peu moins de la vie par rapport à ce que je pouvais faire il y a quelques années. Donc, attention, je parle bien du Max qui a 10 ans. Qui avait l'âge de 10 ans? Qui a l'âge de 10 ans. Max qui a l'âge de 10 ans. Bah, là, c'est une très bonne question. Comme j'étais dans la ferme, ce genre de choses, Internet, si c'est le démarrage d'Internet, c'est une nouvelle fois de s'adapter au changement. Ouais, je pense que je me dirais ça. Ouais. De se dire, c'est ouf, j'ai grandi dans une ferme et aujourd'hui, une technologie qui a révolutionné le monde, qui s'appelle Internet, qui a eu lieu fin des années 90, début des années 2000, me permettent à moi, comme des milliers, si ce n'est pas aujourd'hui des dizaines de milliers de personnes, à vivre du web, plus à employer des gens. Donc on fait tourner une industrie qui était totalement ignorée 25 ans auparavant. Donc c'est ça qui m'impressionne à chaque fois. Si aujourd'hui on parle un petit peu de tout ce qui est crypto-monnaie, blockchain, métavers, ce genre de choses, waouh! Certainement que dans 10, 20, 30 ans, peut-être que le métaverse, 1 milliard de personnes, on sera avec des lunettes et on sera dans une réalité virtuelle. C'est dur de s'imaginer, mais en même temps, 25 ans en arrière, est-ce que j'aurais imaginé ce que je suis en train de faire et est-ce que quelqu'un sur Terre aurait imaginé? Certainement pas. Donc, c'est vraiment de s'initier et de s'adapter au changement. Et excuse-moi, il y a une autre question qui me vient. Tu m'as dit, oui, c'est Internet un peu, c'est grâce à Internet un peu que tu es sorti de cette ferme. Moi, je fais partie, ça a changé ma vie. Internet a complètement et littéralement changé ma vie. S'il n'y avait pas eu Internet, tu serais où, tu penses? Qu'est-ce que tu aurais fait? Est-ce que tu ne penses pas que c'est quelque part, j'oriente ta réponse, bon, tu m'excuseras, mais est-ce que tu ne penses pas que c'est quelque part à l'intérieur de toi? C'est-à-dire que si ça n'avait pas été Internet, peut-être que, je ne sais pas, tu aurais eu un business d'autre chose, tu vois. Peut-être pas avec les résultats que tu as aujourd'hui, ouais, je veux dire, mais tu aurais, ouais. tu vois. Ce qui est assez paradoxal, c'est quand je me suis lancé sur Internet début 2011, c'est que je voulais enlever 3 contraintes de la vie, les contraintes horaires, les contraintes géographiques et les contraintes hiérarchiques. Et c'est comme ça fin 2010, que je me suis intéressé à ce sujet. C'est parce que je voulais m'enlever 3 contraintes de la vie et finalement, je dis n'importe quoi, ça aurait été d'être boulanger. Et ça enlevait les 3 contraintes que je t'ai évoquées, j'aurais été boulanger. C'est la douleur de 3 contraintes qui m'a amené à m'amener sur Internet. C'est ça qui est assez marrant. Mais par rapport à ce que tu as évoqué, effectivement, si ça aurait été par Internet, ça aurait été autre chose, ça c'est clair. Donc ça veut dire que tu avais une âme d'entrepreneur? Ouais, sans le savoir. En fait, l'enfant qui est en nous, quand on entreprend des choses, ça se réveille et sans le savoir, je pense qu'on a tous une âme d'entrepreneur parce qu'on est des leaders. On a vaincu des milliards de spermatozoïdes pour arriver sur cette planète, donc on est quand même très fort. Et ensuite,
c'est mettre en place ces différents rêves, puisque justement par rapport à ce conditionnement, ces croyances limitantes, les peurs qu'on a pu avoir tout au long de notre naissance jusqu'à notre majorité ou même au-delà, c'est de se remettre en cause et de se dire « Ok, j'ai qu'une vie, je suis de passage sur Terre et j'ai envie de réaliser mes rêves et ne pas avoir de regrets sur mon lit de mort. » Avant de terminer cet entretien, Maxence, quel entrepreneur ou personnalité tu aimerais voir sur ce siège en interview sur ma chaîne? Alors, entrepreneur ou personnalité que tu connais personnellement, je précise. Alors, je vais donner 3, dont une personne que tu, que tu connais. Donc, je dirais numéro 1, Tamika Baj, par rapport à la partie plus communauté YouTube et vraiment fédérer un nombre de personnes très impressionnant sur une thématique pas simple qui est en l'occurrence l'investissement, l'économie, toutes ces choses-là. Ensuite, numéro 2, Olivier Roland, par rapport à la partie de son livre, puisqu'il a vendu aujourd'hui plus de 115 000 exemplaires de son bouquin « Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études », livre illustré, livre de poche, publication en anglais, publication en portugais, il va être publié en russe, donc très impressionnant sur cette partie-là. Et numéro 3, Cédric Anissette, puisqu'il a marqué l'histoire du web au cours des 10 dernières années, notamment à travers ses supercars ou le concept quitter la rat race. Donc c'est les 3 personnes où je sais que ça sera très enrichissant d'avoir leur savoir sur les 3 domaines spécifiques que j'ai évoqués. Eh bien, on leur lance l'invitation. Tamika Baj, Olivier Roland et Cédric Anissette. Eh ben, merci beaucoup pour la qualité de tes réponses, Maxence. Merci d'avoir pris du temps pour répondre à mes nombreuses questions. Avec plaisir. Croyez en vous, réalisez vos rêves et vous allez être fiers de vous au cours des prochaines années. Eh bien, cet entretien, moi, il m'a inspiré une punchline. Sachez que le talent sans travail n'est qu'une sale manie. Attends, Franck, j'ai beaucoup mieux que ça. Ne soyez jamais d'une énième copie, sinon vous allez finir en photocopieur.